Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est Johan Bouguet, il est secrétaire général de la CFDT des Côtes-d'Armor et malgré les embouteillages nombreux dans la région briochine, il a pu se rendre jusqu'au micro de la matinale. Je vous en remercie, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler non pas des embouteillages ce matin, mais du contexte politique et puis des partenaires sociaux et de la CFDT évidemment. Un nouveau gouvernement en vue, un nouveau Premier ministre, Michel Barnier, qui parle de rupture avec Emmanuel Macron. On verra si c'est le cas en termes social. Mais il y a eu beaucoup de choses cet été. Est-ce que ça a été de nature aussi à interroger ceux que l'on appelle les partenaires sociaux, on va faire simple, les syndicats et la CFDT en particulier? Déjà, le terme partenaires sociaux est revenu sur le devant de la scène. Parce qu'avant, on a été relégué sous les précédentes ères ministérielles comme corps intermédiaire. Donc déjà, de partenaires sociaux, c'est déjà une première étape, parce que du coup, ça nous permet d'être dans l'écoute, dans l'échange. Donc c'est déjà ça, on peut noter ça. Donc c'est vrai que cet été, ça a été particulièrement mouvementé. On a bien vu notamment la dissolution ratée du président, est complètement ratée, parce qu'il n'a plus de majorité et le pays est quand même très instable. Et on a vu aussi la grosse montée du RN. Et nous, ça nous a interpellés là-dessus. On s'est mobilisé du coup pendant la période des législatives parce qu'il y avait un vrai risque pour la démocratie. Il y avait un vrai risque pour le dialogue social. Enfin voilà, pour tous les corps. Et on a ce qui a été vraiment frappant. Cet été, au mois de juin, vraiment pendant la période législative, ça a été la libération de la parole. Et qu'elle soit raciste, homophobe, antisémite, ça a été, on l'a constaté nous dans les entreprises, vraiment des salariés qui disaient quand tu vas voir quand le RN sera au pouvoir, tu vas rentrer chez toi, quoi. Enfin, c'était des propos comme ça, donc des propos violents, finalement. Violents et qui n'avaient rien à faire au sein de l'entreprise, qui sont punissables, donc pas à ce point-là, mais c'est vrai que c'est des propos qui n'ont pas à tenir, et on a été très 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 surpris de la libération. Donc on s'y attendait, mais pas à ce point-là. Et donc du coup, nous, ce qu'on a fait au niveau CFDT, c'était déjà de faire une information de nos adhérents. Donc Marie-Lise Léon, notre secrétaire générale, a fait une lettre aux adhérents. On a fait des webinaires d'information. On a fait déjà en interne un peu d'information sur le RN, ses risques, comment le combattre, tout simplement, parce que nous, la CFDT, on est opposé au RN et on le sera toujours. On est vraiment, c'est notre fer de lance, tout nous oppose au RN. Donc que ce soit dans nos statuts, dans nos valeurs, dans notre façon d'agir, nous on est pour l'émancipation et pour la démocratie sociale, ce qui est complètement l'inverse des valeurs du RN et du projet RN. Et pourtant le RN monte, on l'a vu lors de ces législatives, précédemment lors des élections européennes. On parle aujourd'hui non plus d'un vote de colère, mais même s'il est là, 11 millions de personnes presque ont porté leur suffrage sur le RN, avec parfois même du vote d'adhésion. J'imagine que ça vous interpelle là aussi. En fait, le vote d'adhésion, on le voit, mais ça prend sa source souvent au niveau des salaires. Enfin, on l'a constaté. C'est le malaise social, finalement. C'est le malaise social dans sa globalité, mais quand on était sur des points de tractage, parce qu'on a fait ça, on a fait des manifestations, on discutait avec les gens, et même des gens qui nous disaient clairement, oui, moi je vote RN, et qui étaient plutôt ouverts à la discussion, donc on a pu discuter, leur demander, mais pourquoi vous votez RN? Ils me disent, mais de toute façon, ça ne change pas. En fait, les politiques sont déconnectés vraiment de la réalité des travailleurs, et notamment sur les bases de salaire. Enfin là, c'était vraiment criant par rapport à l'inflation, notamment. Donc du coup, de toute façon, on n'arrive à rien, les salaires n'augmentent pas, les conditions de travail sont une catastrophe. Donc en fait, il y a une responsabilité également du patronat sur ce point-là. D'ailleurs, qui a été un petit peu discret sur cette période. Alors justement, ce cri de colère finalement des électeurs, parce que ça ne change pas, il a été plus ou moins reçu par Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, qui parle d'une rupture avec les politiques d'avant, avec la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut le croire ? Est-ce qu'on peut le croire? J'aimerais bien, j'espère. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une rupture, un changement dans la méthode. Parce qu'on voit bien que la méthode des anciens premiers ministres et des anciens gouvernements n'était pas là. C'était des consultations un peu
pas pipé, mais bon, on sentait qu'il y avait déjà le projet qui était en marche. Et puis, c'était plus de l'information. C'était plus de l'information. On pouvait négocier sur quelques volets, mais la marge de négociation était assez faible. Là, ce qu'on veut, c'est une vraie nouvelle méthode, on reprend des bonnes bases de négociation, enfin de consultation, parce qu'on n'est pas dans la négociation, on est au niveau de l'État, mais qu'on soit vraiment entendu, reçu et écouté, et vraiment sur tous nos axes revendicatifs. Donc, ça va être vraiment que là aussi que la société civile soit entendue. Parce que c'est pas le cas du tout, et qu'ils reprennent contact avec la réalité de terrain. Donc oui, on le souhaite qu'il y ait une vraie rupture. Alors Michel Barnier a promis de recevoir les partenaires sociaux prochainement. Alors je crois qu'il y a déjà eu une courte entrevue, mais bon, ça n'a pas eu l'heure de plaire à la CGT en l'occurrence. Donc voilà, il y aura un deuxième, j'allais oser dire un deuxième tour. Donc pour pouvoir entendre les préoccupations. Alors on imagine aujourd'hui, vu l'état du pays, vu l'état des finances aussi du pays, on va en dire un mot, que l'inquiétude sociale est je ne vais pas prendre le terme de paroxysme, n'exagérons rien, mais est très importante. Ah oui, alors il y a une histoire de budget là notamment qui commence à être assez prégnant. 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards, ouais, ça fait 5,6 du PIB. Alors c'est vrai que les objectifs c'est 3%. Bon après, voilà, c'est 3%, c'est fixé par l'Europe, hein. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que il y a un manque. Il va falloir aller chercher de l'argent. Et l'argent, ça va passer par quoi? Les recettes fiscales. Et il n'est pas question, pour la CFDT en tout cas, d'aller taper sur les plus démunis, sur les travailleurs pauvres, sur tous ceux qui ne gagnent pas décemment leur vie. Donc il va falloir que des personnes qui gagnent un peu mieux leur vie, là on est très ouvert à la discussion, que ça soit sur la progressivité des impôts, que ça soit sur même sur les transmissions de biens, de patrimoine, voilà, de revoir toute cette taxation-là pour dégager des nouvelles marges, pour pouvoir gagner des nouvelles recettes et baisser la dette, voilà, tout simplement. Il faut qu'il y ait un effort national, finalement. Il faut qu'il y ait un effort, mais voilà, il faut que l'effort soit juste et du coup pas forcément axé sur les plus faibles et les plus démunis, quoi. Et on entend aussi des petites entreprises qui souvent ont quelques salariés et où le patron d'ailleurs se paye pas toujours bien à la fin du mois parce qu'il privilégie les salaires de ses salariés, qui s'inquiètent également en disant voilà, nous, s'il y a des augmentations de salaire et tout, comment on va faire ? Alors, il y a deux choses, parce que c'est vrai qu'il faut distinguer les petites entreprises des grosses sociétés. Voilà, parce que les grosses sociétés sont très... C'était le but de la question. Ouais, c'est ça. Parce que les grosses sociétés sont biberonnées aux aides publiques. Clairement, c'est ça, c'est impressionnant. Ils ne peuvent pas faire sans l'aide de l'État, enfin, sachant qu'ils ont quand même des marges et que quand on regarde, il y a une étude qui a été faite, les marges ont augmenté dans les sociétés depuis l'inflation. Donc il y a de l'argent. Par contre, c'est vrai que sur les TPE, les toutes petites entreprises, il y a peut-être des choses aussi à faire. C'est celles qui bénéficient peut-être le moins d'aide. Il y a peut-être, voilà, mais ça passe aussi par le dialogue social. Et du coup, ça me permet de faire une transition. Il va y avoir à la fin de l'année les élections pour les très petites entreprises. Donc du coup, là, les salariés, tous les travailleurs doivent se mobiliser pour voter, ce qui permet après de nous donner une représentativité en fait dans les chambres de dialogue, hein, tout simplement, et de discuter avec le patronat de ces petites entreprises et de trouver des solutions concrètes qui correspondent aux attentes des travailleurs et aussi en préservant l'emploi, parce que le but c'est pas de démolir les petites entreprises, au contraire c'est de les préserver, qu'elles soient pérennisées, mais tout en offrant aux salariés un revenu décent et des conditions de travail décentes. Alors, augmenter les salaires, maintenir la fiscalité, pour l'instant, ça reste un petit peu flou parce que, voilà, le budget qui devait être examiné au 1er octobre le sera finalement au 9 octobre, si tout va bien, à laisser entendre le nouveau Premier ministre. Donc, situation un peu inédite. Donc, il est difficile aussi de se projeter, j'imagine, pour les syndicats dans un avenir proche en termes de budget. Après, nous, on est déjà prêts. On a nos revendications qui sont prêtes, qui sont sur la table. Le cahier revendicatif, il est prêt. Quand on parlait de changement de méthode, un premier signe qu'on voudrait avoir rapidement, c'est la renégociation de l'accord, sur le chômage. Sur l'assurance chômage. Sur l'assurance chômage. Là, il y a un décret de jointure qui va jusqu'au 31 octobre. Après, il y a normalement l'application d'un nouveau décret qui est encore plus dur. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça revienne du coup au décret qui était de novembre 2023, je crois, de mémoire, où il y avait aussi des normes, enfin des nouveaux droits en fait pour l'emploi des seniors. Donc ça, nous, c'est notre souhait. Donc un premier signe, ça pourrait être ça.
Après, deuxième signe, ça pourrait être voilà, une renégociation sur les salaires. Et là, je vais refaire un focus sur le patronat qui ne prend pas ses responsabilités. Les hôpitaux privés, notamment celui qui est à Plérin, sont sous une convention collective qui a été renégociée il y a 2 ans, je crois, enfin même l'année dernière, pour une augmentation qui n'avait pas été renégociée depuis les années 2000, pour vous dire le temps de négociation. Et donc les patrons et les syndicats se sont mis d'accord au niveau national pour une nouvelle convention collective. Et l'application effective n'est toujours pas faite. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord, sauf que depuis, quand je vous parlais de biberonnage des aides publiques, ils ont été pleurés à Bercy pour essayer d'avoir des aides que Bercy leur a refusées. Et du coup, l'application est suspendue. Ça, c'est inacceptable. C'est juste c'est une forme de chantage? C'est une forme de chantage, oui, c'est ça. À chaque fois, on veut bien augmenter les salaires, mais on va avoir l'État pour avoir des subventions. Non, il y a un moment, non. Puis les cliniques privées, alors, dans l'ensemble du territoire, je crois qu'ils sont pas... Il y a des marges, donc c'est pareil. Et on le voit bien, en fait, il y a un frein, et à chaque fois qu'on parle d'augmentation, on l'oppose à aide de l'État. Mais quand il y a des besoins pour les très petites entreprises, pour les entreprises en difficulté, pourquoi pas avoir un système? Mais pour les entreprises qui dégagent des marges et qui ont des bénéfices, non, c'est pas possible. Alors on entend le patronat d'ailleurs qui s'inquiète avec un sujet assez récurrent, le coût du travail. Est-ce qu'aujourd'hui il est trop important le coût du travail en France? On entend beaucoup d'observateurs qui disent oui, on est un des pays les plus chers finalement en coût du travail. Alors est-ce que c'est réel ou finalement c'est une posture? Non, c'est une posture. C'est une posture. Le coût du travail, ils ont eu notamment des baisses sur les charges des salaires. Alors, j'ai plus la norme en tête, mais je crois que c'est 1,6 fois le SMIC. Ils ont des allègements déjà sur les cotisations patronales. Donc, et d'ailleurs, ça bloque la progression des salaires parce que du coup, quand le salaire arrive à la limite, ils se refusent d'augmenter la personne parce qu'ils vont avoir une surcotisation. Donc, la cotisation en fait normale. Donc en fait, le coût du travail, c'est ce que je disais en fait, il y a peut-être des choses à renégocier, dans les petites entreprises. Mais le coût du travail n'est pas trop cher. Les charges patronales, c'est tout ce qui va aussi dans nos caisses de solidarité, qui fait fonctionner le pays, qui fait fonctionner le vivre ensemble. Tous nos hôpitaux, tout. Donc du coup, ça touche aussi un peu le consentement à l'impôt. En ont besoin aujourd'hui. Surtout, oui, en ce moment, oui. Et en fait, ça touche aussi le consentement à l'impôt, grosso modo, sur vraiment le fait de faire société. Donc c'est ça, faut arrêter de fuir l'impôt, faut arrêter de parler d'aide systématique. Et quand on parlait d'aide aussi, il y a des choses, nous on prône l'éco-conditionnalité des aides. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise, vous souhaitez avoir des aides publiques, et derrière, il faut s'assurer que le travail est de qualité, que le salaire est décent, qu'il y a des choses aussi par rapport à la transition écologique aussi, parce que là on va prendre de plein fouet l'urgence climatique. On n'en parle plus du tout, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Alors pourtant le climat continue de se dérégler et qu'il va y avoir des impacts sur le travail. On le voit en Europe centrale avec ces pluies diluviennes cet an dernier. Justement aujourd'hui, est-ce que cette notion d'environnement va être de plus en plus prégnante pour les entreprises, quel que soit d'ailleurs leur domaine d'activité? Oui. Justement, quel que soit le domaine, on le voit déjà. Alors nous, on travaille notamment avec nos syndicats. On a lancé plusieurs choses. En fait, on travaille avec des syndicats, notamment par exemple chimie et métaux, parce que par exemple sur Rennes, où on a le groupe Stellantis et tous les sous-traitants, parce que faut pas oublier tous les petits sous-traitants qui font les essuie-glaces, les joints. Enfin, il y a beaucoup de choses qui touchent aussi à la chimie derrière. Donc on travaille sur la prospection, sur l'évolution des métiers, sur tout l'impact écologique, parce que il y a l'eau, l'électricité, il y a quand même beaucoup de choses qui vont les impacter. Donc nous, on est déjà sur la projection sur comment on va pouvoir accompagner les changements de métier. Tout ça. Donc, il va faire des propositions au patronat. Donc, on sait qu'il va y avoir... Après, nous, on est aussi sur un travail en interne pour former nos équipes dans tous les domaines. Par exemple, même dans la santé, on forme nos équipes pour qu'ils aillent négocier déjà des commissions au sein des CSE, donc des instances un peu représentatives, qu'ils aillent négocier en fait des commissions pour étudier les impacts de la transition écologique, qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement durable, ce genre de choses. Donc nous déjà on fait un travail en ce sens. Maintenant,
le travail doit se faire des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on fait tout ce qu'on peut pour être prêt, pour former nos équipes, pour avancer sur ce sujet. Si le patronat en face, c'est pas une priorité, c'est compliqué. C'est un dialogue. Alors, il y a aussi aujourd'hui, j'allais presque dire un gros morceau, si vous me permettez, ce côté un petit peu trivial, c'est la réforme des retraites. On en a beaucoup entendu parler. Il y a eu ce refus de changement de la loi, de la réforme des retraites. On en parle à nouveau aujourd'hui, puisque la CFDT en a fait son, j'allais dire, cheval de bataille. Est-ce que il y a espoir avec le nouveau gouvernement qui va se mettre en place dans les jours qui viennent, hein, on nous le promet pour la fin de la semaine. Est-ce qu'il y a espoir de pouvoir, alors sinon renégocier, au moins reposer le projet sur la table et en rediscuter? Alors espoir, moi je suis quelqu'un qui espère beaucoup, mais après il faut être lucide et pas créer de faux espoirs auprès des travailleurs. On voit bien que Monsieur Barnier, je crois, était pour les 65 ans, donc oui. Bon voilà, ça affiche un peu la couleur. Par contre, ça reste nous une ligne rouge. C'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Pour nous, la CFDT, les 64 ans, c'est toujours nous en fait. On est toujours sur cette ligne-là. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est revenir en fait à reposer tout sur la table. Retravailler ensemble avec le gouvernement sur oui, ok, il faut faire des efforts pour l'équilibre financier, pérenniser le système, pas de problème. Par contre, nous, ce qu'on souhaitait, c'était un système universel, à points peut-être. Voilà, il faut reposer tout le système. Revenir finalement à cette retraite à points qui avait été le point de départ finalement. Au départ, c'était ça, et quelque chose vraiment d'universel et qui soit très très juste en fait pour tout le monde, qui est pas avec des mesures pour les personnes qui sont complètement cassées, pour des mesures qui ont commencé tôt, pour les femmes qui sont très pénalisées avec tous les arrêts dus à la maternité notamment, qui prennent en compte tous les changements de carrière. Maintenant on fait plus 30 ans ou 40 ans dans la même entreprise. Donc il y a une volonté de changement aussi de la part des jeunes générations qui ne travaillent pas comme les générations précédentes. En fait tout simplement c'est pour coller aussi à ces phénomènes de société, de la vision du travail qui change, et parce que maintenant on peut être un peu indépendant, aller travailler dans la fonction publique, revenir dans le privé salarié, voilà, et on voit que le système n'est pas forcément adapté à ça aussi, donc c'est assez compliqué. Donc c'est comment on s'adapte tout ça. Nous aussi ce qu'on souhaite c'est avoir la possibilité de faire des temps de pause, donc avoir un compteur temps universel, qu'on puisse déposer des droits dessus, et quand on a envie de faire une pause, parce qu'on ne veut pas forcément attendre la retraite pour faire, un grand voyage par exemple, et on puisse prendre ce temps-là, mais que ça n'impacte pas forcément notre retraite derrière. Donc voilà, on a plusieurs revendications sur la retraite. Ce qu'on demande, c'est maintenant de travailler et de faire un vrai projet conjointement. Alors, avec aussi, vous m'avez un peu devancé, Johan Bouguet, mais cette façon de travailler très différemment aujourd'hui, puis les nouvelles technologies qui entrent dans le monde du travail. Alors, on cite volontiers depuis quelque temps cette fameuse intelligence artificielle, l'IA. Est-ce que dans les temps à venir, plus ou moins proches, il va falloir aussi réfléchir à cet apport des nouvelles technologies et leur impact sur le travail, sur la façon de travailler, et peut-être de se rémunérer aussi? Alors, nous on y est déjà en fait. Alors moi personnellement je l'utilise aussi. Voilà, j'adore la nouvelle technologie, donc je regarde. Non, il ne s'agit pas de pointer du doigt, il s'agit de réfléchir. Non, mais c'est vrai que. Derrière il y a. La CFDT, on est déjà au travail là-dessus, donc on forme nos équipes, on travaille avec plusieurs chercheurs et tout ça. On a aussi le Césaire, donc qui est un peu la chambre régionale, le dialogue social, avec qui travaille, qui fait des études sur l'IA, sur les impacts. Donc là, il y a une étude qui a été commandée là, qui va sortir bientôt. Donc on est déjà un peu aussi dans la prospective pour voir mesurer les impacts, les changements de métier, parce que ça va occasionner forcément des évolutions dans les conditions de travail et dans les métiers qui vont naître et d'autres qui vont disparaître. Il y a des inquiétudes. On entend les doubleurs de cinéma qui ont fait des petits clips ces temps derniers en disant si l'IA nous remplace. Enfin, effectivement, le doublage sera parfait technologiquement parlant, mais quid de l'humain? C'est toujours le problème de la créativité, quoi. C'est ça. La créativité. Après, l'IA. C'est une commande. On doit passer une commande pour qu'il le fasse. Donc il doit y avoir forcément un humain derrière. Donc on se rassure comme ça. Après il faut vraiment qu'on pose pareil là tous les éléments, qu'on mesure les impacts et qu'on accompagne après tous les travailleurs dans les futurs changements de leur métier, tout simplement.
interpeller peut-être les gouvernements pour que les barrières de sécurité soient mises, que le terrain soit balisé. Ah bah c'est ça, il y a une réglementation à mettre en place. Il y a une forme d'éthique aussi. Il faut pas que l'IA aille trop loin. Donc c'est tellement en évolution et on a tendance malheureusement à ce que la politique soit un peu, la réglementation soit toujours un peu a posteriori. Donc là, je pense qu'il faut vraiment, et vu à la vitesse où ça va, il va falloir vraiment que le gouvernement se saisisse de ce sujet. Nous aussi, nous on est déjà un peu dans l'action, mais qu'on s'en apprenne plus pour pouvoir être encore force de proposition pour faire cette transition numérique encore du mieux qu'on peut, quoi. Alors, on parlait en commençant de la colère. Il y a cette grande colère chez les salariés, mais aussi chez ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un travail. On entend beaucoup les chômeurs qui ne disaient pas de beaucoup de choses, hein, on les entendait pas. Voilà, c'est un peu la colère silencieuse. On entend des demandeurs d'emploi. Là, ça nous ramène aussi à cette réforme de l'assurance chômage. Je voulais vous entendre là-dessus, car on entend aussi les collectivités qui ont été un peu pointées du doigt par l'ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit voilà, il dépense beaucoup d'argent à ces collectivités. Pourtant, demain, elles seront peut-être amenées à assumer finalement une forme d'assurance chômage si on transfère les demandeurs d'emploi du système France Travail vers le RSA, par exemple. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Après, c'est vrai que on voit en fait, c'est des jeux d'écriture clairement qu'ils essayent de faire, c'est transférer des budgets d'un ministère sur un autre. En oubliant un peu l'humain. En oubliant complètement l'humain, parce que derrière, il y a des salariés aussi à France Travail qui subissent des réformes, des décrets. Des applications de décrets à chaque fois qui doivent se remettre toujours en condition, se mettre à jour. C'est très compliqué, sachant qu'ils sont aussi en manque de moyens humains, donc pour recevoir correctement et accompagner les demandeurs d'emploi. Donc ça déjà, il faut pas les oublier non plus. Parce qu'on voit la grande machine France Travail, et c'est vrai que derrière il y a quand même des humains et qui ont beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes de conditions de travail. Donc il y a déjà cette première chose. Qui sont aussi le réceptacle souvent de la colère des demandeurs d'emploi. Ah bah on voit bien que ce soit à l'accueil, juste les agents d'accueil qui ont un métier vraiment difficile et malgré tout peu reconnu. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et après sur la question de l'assurance chômage, c'est vrai que voilà, il y a des choses à faire le gouvernement, je vois pas. Oui, ils veulent transférer sur un autre, mais pourquoi faire en fait? Derrière, c'est quoi? C'est l'humain qu'il faut placer au cœur de la machine. Comment on va l'accompagner au lieu de faire juste des transferts de charges, tout simplement. Non, on est sur de la compta finalement. C'est ça, c'est que de la compta. Les prochaines actions en ce qui concerne les partenaires sociaux et particulièrement la CFDT, on a parlé beaucoup de possibles manifestations ces temps prochains. Est-ce que c'est à l'ordre du jour ou c'est un peu prématuré? Alors, nous, les manifestations, au contraire de nos collègues syndicalistes, nous, on ne fait pas de manifestation de rentrée, on ne voit pas forcément l'utilité. Par contre, nous, ce qu'on fait, on a un dispositif qui s'appelle RAE, donc c'est Réponse à emporter. Et en fait, on va aller la semaine prochaine au contact des salariés dans plein d'endroits, plein de sites, plein d'entreprises. Donc là, par exemple, on a beaucoup de points sur la santé, donc beaucoup d'EHPAD. Dans tous les territoires, on va être à peu près partout sur les Côtes d'Armor et on va être aussi on va cibler les jeunes parce qu'on va être sur les CFA et sur le campus Mazier, notamment à Saint-Brieuc, et en fait on va faire de l'information donc sur leurs droits, donc ils peuvent venir nous voir et on peut répondre au maximum sur des questions de contrat de travail, sur des heures sup, on peut prendre des contacts parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses non plus, donc on prend les contacts et le but c'est d'aller au devant des travailleurs pour déjà montrer un peu aussi le syndicalisme, tout simplement, ce qu'on fait, et répondre aux attentes des personnes, sentir aussi un peu le terrain, parce qu'on a là un ressenti du terrain via nos sections syndicales dans les entreprises, mais aussi sentir un peu ce qu'il y a dans la rue. Après, cet été, on était aussi, on a fait une campagne des saisonniers, donc on était tout l'été dans les campings, dans tous les cafés, hôtels et restaurants, donc on a été voir les saisonniers, et je suis quand même là, pour le coup, on peut faire
un petit point, c'est on a senti que les saisonniers étaient plus libérés par rapport à ça et qu'il y avait quand même une amélioration des conditions de travail. Globalement, ils nous l'ont dit par rapport aux employeurs. Donc, comme quoi, quand ils peuvent, ça se paye et il y a du résultat parce qu'on voyait bien les entreprises où il y avait un bon dialogue social, où il y avait des bons salaires, des bonnes conditions de travail. Il n'y avait pas de problème de saisonniers. Justement, le dialogue social, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il est meilleur aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Non, il y a encore beaucoup à faire. Clairement, et je pense que c'est à tous les niveaux, enfin, que ce soit dans l'entreprise ou à la région, au niveau de l'État, voilà. Dans l'entreprise, voilà, ça va être, il y a des entreprises où ça dialogue, il n'y a pas de souci, c'est très bien parce que les entrepreneurs ou les patrons sont dans ce feeling-là. Par contre, il y en a qui sont complètement opposés, on le voit bien, parce que contrairement où, on va dire, ça se divise. Il y a là où ça se passe très bien et là où ça se passe très très mal. En fait, il y a moins de nuances, il y a beaucoup moins de nuances. Et on le voit au travers des négociations salariales. Avant, il y avait quand même moins de grèves. Là, maintenant, on arrive assez facilement à des conflits où on passe par la grève. Avant, on arrivait facilement à négocier et sans passer par la grève. Bon, il y a de jeux de négociation, forcément, mais on n'arrivait pas. Là, on voit qu'il y a une augmentation vraiment des faits de grève dans les entreprises. Donc oui, le dialogue social, mais c'est quelque chose qui se cultive, quoi. C'est quelque chose qui se cultive. Nous, on propose aussi au patronat, c'est de faire des formations communes, voilà, pour qu'on parle le même dialogue, les mêmes mots, qu'on ait la même sémantique, pour pouvoir après bien discuter au sein des entreprises, des territoires, pour on parle la même chose et avec les mêmes mots. Le rôle des syndicats a changé aussi au cœur des entreprises. Le syndicaliste de terrain est mieux perçu qu'à une époque. Ouais, ça c'est l'effet un peu des retraites. Ouais. Depuis les retraites, on a un regain déjà de syndicalisation. Les gens sont plus libérés sur cette le fait de le dire aussi, je suis syndiqué ou pas. Enfin, on sent que dans les conversations même familiales, ça revient. Même dans mon entourage, je faisais pas de promotion de la CFDT particulièrement, mais on sent que ça revient, la discussion se refait et ça revient à un sujet un peu central dans les entreprises. Donc ça, tant mieux. Mais il faut continuer sur cet élan-là et du coup c'est pareil, plus on sera nombreux, plus le dialogue sera meilleur et puis on fera contrepoids par rapport aussi au pouvoir du patron, tout simplement, quoi. Johan Bouguet, secrétaire général de la CFDT des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin pour parler du dialogue social et pour parler de la situation sociale. Évidemment, on ne clôt pas le dossier, on y reviendra tout au long de cette saison. Merci infiniment d'avoir été avec nous et très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.